Bonjour et bienvenue dans l'émission Le tête-à-tête des leaders consacré aujourd'hui au leadership de la transformation. Alors, un secteur sur lequel de nombreux acteurs se positionnent avec pour mission d'accompagner les organisations sur le long chemin de la performance vers l'excellence. Dans ce cadre, gouvernance et leadership deviennent des clés pour réussir ces transformations. Et pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec à ma droite Stéphane Flao, associé de Managere, bonjour. Bonjour Linda. Et à ma gauche Arnaud Dubost, directeur associé également de la même entreprise. Bonjour Linda. Alors, on va commencer avec vous, Arnaud. Quel constat vous faites aujourd'hui, finalement, du leadership de la transformation au sein des entreprises à ce jour? Alors, c'est un enjeu important, mais qui ne se limite pas à l'entreprise, parce que finalement, ça concerne tout collectif humain. La transformation en entreprise et dans d'autres organisations est souvent aujourd'hui vue au travers du prisme de la digitalisation, du risque d'ubérisation, de l'avènement annoncé de l'intelligence artificielle. Et donc, les leaders prennent ça en compte, modifient les business plans, mettent en place ou élaborent des plans de transformation stratégiques qui oublient ou ne mettent pas assez en avant l'aspect humain, qui est pris en compte. Avec deux hypothèses de manière générale. J'ai un super plan, il est pertinent, il est indispensable, tout le monde va suivre. Et puis le deuxième, c'est, de toute façon, on a nos Gaulois réfractaires au changement, donc il va falloir faire avec, ça va être compliqué. C'est génial d'avoir un projet qui est différenciant, mais si personne ne veut y aller avec vous, c'est un petit peu plus compliqué. Avec du coup la tendance, pour beaucoup dans les organisations, de vouloir mettre en place des team building là, qui ont assez peu d'impact après en aval, parce qu'on revient dans son quotidien métier, peu à changer. De vouloir mettre en place des accompagnements vraiment sur la conduite du changement, on essaye de trouver des leviers sur lesquels agir, mais là aussi on ne prend pas forcément tous les éléments de l'écosystème en compte, ou bien, parce que c'est assez populaire, des sujets autour du management de la génération X, Y, Z, BMW ou que sais-je, plutôt que de se poser parfois un peu les questions dans l'environnement, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on pourrait se mobiliser vers cette transformation. Quelles sont les évolutions finalement espérées, attendues et les bonnes pratiques à mettre entre les mains de ces leaders pour accomplir ce changement? Comme le changement, c'est compliqué puisqu'il s'agit de remplacer des habitudes ancrées de fonctionnement dans le quotidien par de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, et que finalement, tout ça, ça se joue en partie au niveau de l'inconscient. L'idéal, ce serait effectivement une prise en compte, un accompagnement par du conseil, qu'il soit externe ou interne, mais un acteur distancié, qui puisse visualiser tous ces éléments et identifier les leviers de mobilisation qui vont faciliter le changement. On en parlera tout à l'heure de la mobilisation. Oui, effectivement, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est un peu le Graal en ce moment, c'est que toutes les organisations, les dirigeants qu'on accompagne, qu'on coach, nous disent aujourd'hui comment générer de l'engagement. Et c'est vrai qu'on se retrouve face à des situations où on a des collaborateurs qui sont très très bons, qui ont appris ça, pour manager la performance, pour délivrer, pour mesurer, pour décliner. Par contre, quand on a déjà fait ça, mais qu'il faut préparer demain, ou bien, ce qui est le plus souvent le cas dans les organisations aujourd'hui, on n'arrive pas déjà à faire, on n'arrive pas à l'objectif, comment est-ce qu'on va se mobiliser pour préparer demain? C'est presque devenu un luxe d'avoir la possibilité de pouvoir le faire. Et là, derrière, il y a beaucoup de nuances. Le collaborateur qui est motivé, peut-être celui qui est vraiment mobilisé, celui parfois qui est désengagé. Et il y a beaucoup de thématiques qui se recoupent, qui sont parfois un petit peu mélangées ou mal comprises par nos interlocuteurs. Et donc le but justement, c'est de les accompagner pour visualiser ou mettre du focus, comme disait Arnaud tout à l'heure, quel levier va vraiment générer de la mobilisation. Alors précisément, vous semblez marquer une certaine disparité entre collaborateurs motivés et collaborateurs mobilisés. Quelle est-elle? Absolument. Alors c'est vrai qu'on connaît tous des collaborateurs qui sont motivés, c'est-à-dire qu'ils ont de l'énergie pour faire. Ils se lèvent le matin et ils ont envie de faire, voire même ils ont un contentement dans ce qu'ils font parce que ça leur convient, c'est lié à leur référentiel de valeur. Mais ce n'est pas forcément ce qui est demandé. Donc, quand on est mobilisé, c'est qu'on met son énergie au service d'un projet collectif. S'il n'est pas connu, si vous avez un comité de direction qui a mis 3 mois pour le produire, qui a demandé en 3 semaines à des managers intermédiaires d'essayer de l'intégrer, et qui au final, en 3 heures, pour ne pas dire 3 minutes, décline auprès de l'opérationnel, voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place, on voit bien que c'est compliqué. Donc on a souvent des situations où on a ce projet-là qui descend, il y a un décalage assez monstrueux entre la théorie, là, génial, fantastique, dont parlait Arnaud tout à l'heure, puis la réalité vécue, les comportements vécus sur le terrain. Alors en lien avec ça, on a une équation qu'on a tirée d'un homme célèbre qui est E égale MC cube, où E pour nous est l'excellence dans la transformation.
c'est toujours le produit de la motivation des collaborateurs, motivation pour ce qu'ils font, et puis on pourrait dévier sur la mobilisation du coup, des compétences, compétences tant techniques que comportementales. Et dans la transformation, c'est surtout sur celles-ci qu'il faut agir, les compétences comportementales, puisqu'elles sont liées à notre parcours, à notre expérience et nos fonctionnements conscients ou inconscients. La communication, qui doit être de qualité, en interne, en externe, du haut en bas, dans toute l'entreprise, qui sans elle, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et puis derrière, la cohérence entre ce qu'on affiche, où il faut se transformer, et parfois des leaders ou des managers qui annoncent qu'il faut changer, mais qui se comportent comme avant. Si vous avez une des composantes de l'équation qui est nulle ou pas loin, vous n'avez pas d'excellence dans la transformation. Alors, vous avez mis en place une méthode qui s'appelle IPM, Immersion, Prestation, Mentorat. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cette méthode ? Absolument. Alors, c'est une méthode que nous avons initiée, modélisée. En fait, il s'agit de prendre en compte la particularité et les spécificités de chaque entreprise. Donc, IPM, c'est immersion. Avant toute intervention, nous faisons un audit sur place pour comprendre les spécificités, particularités, la culture dans l'entreprise, le vocabulaire, les us et coutumes, l'histoire avec ses succès, ses échecs. Donc tout ce qui va faire que nous allons pouvoir établir un plan d'action en co-construction avec nos partenaires et clients de transformation, d'accompagnement de la transformation. La prestation, c'est le fait de le mettre en œuvre réellement avec eux. Et puis le mentorat, c'est le fait que nous fassions une prestation qui soit pérenne derrière notre passage. Donc on va accompagner pour internaliser tout ce qu'on va apporter. Et ça se traduit ou ça se concrétise tout ça par un contrat de performance où on indexe une partie de notre rémunération sur l'atteinte d'objectifs qui auront été fixés en amont dès l'immersion. Pour faire écho avec ce que disait Arnaud, l'idée c'est dans une phase d'immersion d'aller regarder un prisme de performance qui est un peu différent, qui n'est pas juste celui des indicateurs habituels, les KPIs, Key Performance Indicators, mais d'aller regarder plutôt des KBIs, donc des Key Behavioral Indicators. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder pas juste les résultats, les comportements qui génèrent les résultats, et mettre les conditions facilitantes pour que des collaborateurs soient en possibilité, par exemple, là, de délivrer cette expérience vraiment différenciante. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples concrets pour incrémenter ce leadership ? Alors, on a une méthode, nous en parlions tout à l'heure à Tunis hier dans une banque de la place pour justement les accompagner sur cette transformation. Ce que nous faisons, c'est que nous partons de l'existant du collectif. Nous avons un outil qui nous permet de mesurer les valeurs, les talents, les moteurs du collectif et des individus, les leviers de mobilisation, les axes différenciants, et on va établir ces éléments de différenciation. Et ensuite, simplement, l'adapter pour la mise en œuvre du plan de transformation et pas la démarche inverse où je vais décréter un plan de transformation et derrière essayer de rapprocher les talents, les moteurs, parce que ça ne fonctionne pas correctement, ce n'est pas dans le bon ordre. Tout à fait. Et puis du coup, ça se décline en aval. On parlait tout à l'heure de l'IPM sur la partie mentorat, ça se décline aussi sur la possibilité d'aller outiller vraiment sur de la pratique pour le leader. Deux exemples qui permettent de visualiser. Partez d'une situation par exemple où je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si par exemple votre enfant pour la première fois fait du vélo sans les roulettes. Donc c'est une première. Il ou elle a eu l'habitude depuis longtemps de pouvoir réussir, et puis c'est une première, vous lui expliquez comment faire. Donc c'est nouveau. Il ou elle essaye, et il ou elle malheureusement tombe. La question sur ce moment-là, il y a un échec. C'est qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je m'intéresse au résultat? On en parlait tout à l'heure. Ou est-ce que je m'intéresse à l'effort qui a généré le résultat? Regardez les efforts que font vos collaborateurs pour leur donner envie, par exemple, à votre petit garçon ou votre petite fille de refaire. Donc le feedback est en capacité de dire les choses qui vont bien, mais de matérialiser à un père, y compris aussi, pourquoi pas un N+1, N+12, de lui matérialiser une difficulté, une incompréhension, c'est un facteur vraiment très fort pour porter la transformation. Merci infiniment pour votre intervention et pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête-à-Tête décideur.